Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 12 de Sortir du moule, le premier épisode de la nouvelle année. Nous aborderons dans le cadre de cet épisode les logiciels de simulation pour les procédés de fabrication dans le domaine de la plasturgie au Québec. Restez là, on débute dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Pour nous permettre de mieux connaître les logiciels de simulation et leurs applications dans le domaine de la plasturgie au Québec, nous avons le plaisir d'accueillir M. Arnaud Divial, le directeur innovation de l'entreprise Maya HTT, spécialisée justement dans ce type d'application. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de te joindre à nous à Sortir du moule. Écoute, bonjour Simon, merci beaucoup de l'invitation, merci pour l'opportunité d'écouter les autres balados, puis je trouvais ça vraiment intéressant, fait que je suis vraiment content d'être là avec toi ce matin pour pouvoir parler des logiciels de simulation, puis comment ils peuvent aider l'industrie de la plasturgie. Bien, effectivement, puis d'aider l'industrie, c'est important parce qu'on parle souvent de productivité, de compétitivité mondiale. Il faut rehausser notre performance, puis les outils de simulation peuvent être un bon outil, et peut-être même pas non plus. Donc, tu vas pouvoir nous démystifier tout ça, voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis justement, dans ce sens-là, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste des logiciels de simulation, particulièrement dans un contexte propre à l'industrie de la plasturgie? Puis, quels sont les principaux objectifs justement de faire appel à ces outils-là? Parfait, j'aime beaucoup la question parce que ça permet de commencer par mettre les choses en perspective avant de rentrer trop dans le détail. Mais si on parle de logiciels de simulation dans la plasturgie, on va parler principalement de logiciels qui vont permettre de simuler le procédé. On va simuler l'injection, on va simuler le soufflage. C'est des outils qui existent depuis plus de 40 ans, qui ont été développés basés sur des modèles mathématiques, donc ils sont quand même relativement robustes. Et l'objectif de ces outils-là, ça va être de tester différents scénarios virtuellement. Donc, avant d'avoir machiné le moule, avant d'avoir investi trop d'argent dans le design de l'outillage, pour essayer d'identifier les bons paramètres. L'objectif, toujours, ça va être réduire les coûts des pièces, réduire le coût des moules, réduire le lead time, pouvoir mettre les pièces sur le marché. C'est les objectifs des compagnies. Puis, des logiciels de simulation vont vraiment aider dans ce domaine-là. En termes d'outils, il en existe, moi j'en vois deux principaux. On va avoir ce que je vais appeler des logiciels de validation, donc des Moldex, Autodesk Moldflow, SigmaSoft, des outils qui vont être extrêmement précis, extrêmement pointus, qui vont permettre de prendre en compte beaucoup de phénomènes, mais en contrepartie, ça veut dire que ce sont aussi des outils qui vont être relativement complexes, parce qu'il faut prendre en compte plein de procédés, plein de variabilités, donc qui vont demander beaucoup de paramètres. Ces paramètres sont pas forcément très connus avec beaucoup de détails, qui vont être parfois un peu longs à mettre en place, puis un peu long à exécuter la simulation. Donc, c'est des outils qui vont être très efficaces à la fin du process, une fois que le moule est complètement designé, que la pièce est complètement designée, on va juste faire un dernier spot check pour se rassurer avant de lancer le machinage du moule. Mais donc, c'est vraiment des choses qui sont assez complexes. On permet d'aller capturer vraiment les derniers pourcentages d'erreurs puis de risques. En parallèle de ça, des logiciels un petit peu plus récents comme SimCon ou SimForm sur lesquels je travaille, qui vont aider à la conception. Donc ces outils-là, ils vont être plus rapides, ils vont être un petit peu moins précis, mais leur objectif principal, ça va être d'aider à dire est-ce que le design A il est meilleur que le design B. On n'est pas à savoir est-ce que c'est 0,5% meilleur ou 0,2% meilleur, mais y a-t-il vraiment une amélioration d'utiliser l'un par rapport à l'autre. Et ce type d'outil est de plus en plus important aujourd'hui parce que ce qu'on constate, c'est bien au Canada, aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, c'est que nos designers d'expérience, ils prennent leur retraite. Tous les baby boomers, ils commencent à quitter le marché de l'emploi. Puis c'était des gens qui, après avoir passé 40 ans dans l'industrie, étaient capables de prendre une pièce, puis juste en regardant la pièce, de designer dans leur tête, puis sur le logiciel CAD, un moule qui allait faire que la pièce allait sortir vite, de qualité, sans aucun outil de simulation. Malheureusement, ces gens-là, il y en a de moins en moins sur le marché. Puis les nouveaux designers, ils n'ont pas les 40 ans d'expérience, ils en ont un peu moins. Fait qu'ils ont besoin d'un peu d'aide pour être capable d'atteindre le même niveau de précision. Comme je disais, on se retrouve en compétition contre la Chine, contre des pays, le Mexique, des pays avec de la main-d'œuvre moins chère. Donc, si on veut se différencier, il faut qu'on aille pousser sur sortir des moules de meilleure qualité, des pièces de meilleure qualité. Et donc, il faut aider nos concepteurs à prendre les bonnes décisions pour qu'à la fin, on ait justement des moules de bonne qualité, des pièces de bonne qualité.
Et la simulation, c'est une des manières d'arriver à ce résultat. On a parlé de beaucoup d'avantages, mais là, question piège ici pour te mettre mal à l'aise. Est-ce qu'il y a des désavantages? Il y a toujours des désavantages comme n'importe quelle technologie. Le principal, surtout quand on parle de logiciel de validation, ce qu'on entend dans l'industrie, c'est trop cher, puis ça prend trop de temps, puis ça demande une expertise que je n'ai pas. Donc ça, c'est vraiment des aspects sur lesquels les compagnies doivent se poser la question. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. C'est s'il y a un besoin, ben, il faut mettre en place l'infrastructure pour pouvoir utiliser ce type d'outil-là. Après, si c'est un usage très, très ponctuel, genre il y a un moule vraiment très complexe que ça fait 4 fois qu'il revient dans nos mains parce que le client est pas content ou que le test, les tests en service ne sont pas bons, bah, là, on peut juste aller vers une entreprise de service qui va faire la simulation pour vous puis vous donner des résultats fiables. C'est très ponctuel. Si par contre, c'est genre un moule sur deux sur lequel il y a besoin de faire de la simulation, bah, là, il faut réfléchir à mettre en place ces outils-là à l'interne et mettre en place tout l'écosystème autour, donc s'assurer que ben, on a prévu le budget pour acheter le logiciel, le budget pour les ordinateurs, peuvent parfois demander le logiciel d'ordinateur assez performant, pour la formation. Ça, c'est surtout pour le logiciel de validation. Les nouveaux logiciels dont je parlais, le logiciel d'aide à la conception, ceux-là ont été développés pour être plus faciles d'utilisation, plus faciles d'être incorporés dans les compagnies. Donc, ils sont souvent beaucoup moins dispendieux, ils demandent beaucoup moins de formation, ils ne demandent pas de logiciel d'ordinateur puissant pour être utilisé. Puis la formation, souvent, se fait beaucoup, beaucoup plus facilement. Et ça, on pourra revenir par la suite dessus. Mais les enjeux, les problématiques qu'on va avoir vont dépendre du type de logiciel qu'on va regarder. D'accord. Puis, on a parlé beaucoup au début là, de logiciels qui vont servir dans les procédés d'injection, d'extrusion, de soufflage, choses comme ça. Fabrication de moules. Est-ce qu'on peut penser que tous les secteurs, même dans la fabrication de moules pour les composites, qui sont des plus gros moules, qui n'ont pas nécessairement besoin de refroidissement, mais où on va des fois faire d'infusion de résine ou autre, là, puis ils ont une particularité spécifique, où il y a différents autres procédés de rotomoulage et autres. Est-ce que tous les procédés peuvent bénéficier de ce genre d'outils-là? Et peut-être aussi, c'est le fait qu'ils ne sont pas encore disponibles sur le marché, là. C'est peut-être pour ça que c'est pas si fréquent, mais est-ce qu'il y a un usage global qui peut être fait de ces outils-là? Alors, à ma connaissance, tous les procédés peuvent être simulés, quel que soit le procédé, et même on parle de simuler l'usinage, simuler l'impression 3D. Aujourd'hui, il y a des outils de simulation pour à peu près tous les procédés. Par contre, c'est une question de marché. Si vous êtes sur un procédé qui est très niche avec 10 fournisseurs dans le monde, bah, il n'y a pas forcément de compagnie comme Maya qui développe des logiciels. Nous, ça va être dur de justifier qu'on va développer un logiciel pour ce marché-là. Ou alors, si on va le développer, si on investit des millions pour le développer, bah, les licences vont coûter excessivement cher. Donc là, ça va être le trade-off de bah, j'ai tué un procédé qui est très générique, beaucoup de gens l'utilisent, donc il y a des outils qui existent. Si on parle d'injection plastique, si on parle de soufflage, le soufflage déjà ça commence à être un peu plus touché, mais si on parle d'injection plastique, des logiciels, il y en a plein. Si on commence à parler donc de rotomoulage, si on commence à parler de soufflage, ben là il y en a un petit peu moins parce que le marché est un peu plus petit, donc il y a moins d'outils. Par contre, là on parle d'outils, je veux dire commercialement disponibles. Ce qui n'empêche pas, s'il y a un besoin, d'aller vers des compagnies de services d'ingénierie, comme Maya ou il y en a d'autres sur le marché, qui vont être capables de fournir un service, de simuler le procédé lui-même, mais ça ne va pas être en utilisant un logiciel dédié à ce procédé-là, ça va être des logiciels plus génériques. On a des logiciels comme Abacus, comme Ansys, comme SimCenter 3D, qui vont faire un très bon travail là-dedans. Donc, tu vas être capable de simuler le procédé, même si il n'y a pas de logiciel dédié à ça. Par contre, ça va être un service, donc ça va être des coûts qui vont être un petit peu différents de celui de juste acheter une licence puis de faire le travail à l'interne. Mais aujourd'hui, tous les procédés peuvent être simulés et on peut avoir la valeur ajoutée qu'on a sur les procédés. Oui, puis je pense que ça peut même être un avantage plutôt que d'investir dans l'achat d'une licence, dans l'intégration de cette licence-là, la formation du personnel, être capable de l'utiliser et des fois le besoin est ponctuel pour certains mandats, de faire appel à une firme qui a déjà ces outils-là, qui a l'expertise à l'interne, qui vont être capables de nous livrer des résultats qui sont vraiment à la hauteur des attentes parce qu'il y a pas eu d'essai-erreur d'apprentissage. Ça peut être aussi vraiment intéressant, je pense que c'est à considérer. Si je peux rebondir là-dessus, excuse-moi. Une des choses que nous, on commence à voir de plus en plus, c'est ne pas regarder nécessairement l'un ou l'autre. C'est-à-dire, le service d'ingénierie peut être une première étape, une compagnie qui veut qui veut se lancer dans la simulation, qui ne sait pas trop par où commencer, passer par un service, de manière à ce qu'on leur démontre est-ce que pour leur procédé, pour leur cas spécifique, il y a une valeur ajoutée.
même s'il y a un coût un peu plus élevé puis un délai un peu plus élevé, mais ça permet de skipper une partie des risques, de réduire une partie des coûts, parce que même si le service d'ingénierie coûte cher, coûte quand même moins cher qu'acheter une licence, surtout sur le logiciel de validation. Et donc, ça peut être aussi donc l'étape de passer par un service d'ingénierie, se convaincre que notre procédé peut être bien simulé. Éventuellement, ce que nous on voit sur les mandats qu'on a avec nos clients, leur développer un workflow, un process qui va leur permettre d'avoir une simulation avec des résultats fiables. Et là, par la suite, ils sont convaincus que la simulation est pertinente et ils peuvent lancer leur benchmark pour trouver le logiciel qui leur donnera les meilleurs résultats pour leurs besoins. Donc, c'est pas nécessairement l'un ou l'autre, ça peut être aussi une transition, un continuum entre service puis produit. Oui, puis ça fait du sens parce qu'on voit souvent ça dans d'autres domaines, justement, faire un essai avant l'achat, là, et là, ça vient dérisquer l'investissement. On est sûr de ce qu'on fait, puis on est sûr aussi de faire un bon choix parce que ça nous permet d'essayer différents systèmes, différents scénarios. Dis-moi, Arnaud, en termes de workflow, là, excuse l'anglicisme, là, comment on devrait intégrer justement de la meilleure façon ce type de simulation? C'est un très bon point parce qu'on veut vraiment que les compagnies puissent l'intégrer le plus facilement possible, le plus efficacement possible. Donc, comme on l'avait dit, il y a vraiment un enjeu, s'assurer que ça réponde à un vrai besoin. Ensuite, que ça soit qu'il y ait vraiment une équipe, ou en tout cas un champion, un projet de la compagnie pour implémenter ça. Puis, plusieurs aspects à regarder. Donc, un, le besoin. Et ce besoin-là va driver, savoir le niveau de précision qui est requis, le niveau de la fréquence à laquelle les outils sont utilisés, ce qui permet donc d'identifier est-ce qu'on va vers un service, est-ce qu'on va vers un logiciel d'aide à la décision ou un logiciel de validation. Euh, Après, une fois qu'on a pris cette décision-là, euh, regarder dans quel département on a besoin, parce que ça va impacter qui est-ce qu'on implique dans le processus d'évaluation des outils. Un autre aspect important à prendre en compte, c'est quels sont les outils existants dans la compagnie. Parce qu'en fonction du logiciel de CAD, du ERP, PLM, etc., qui existent, il y a des outils qui vont se plugger plus ou moins facilement ou pas du tout. Puis on veut vraiment éviter des outils qui sont, parce qu'il y a beaucoup d'outils standalone. Il y a des outils qui vont vous forcer à être tout dans le même écosystème. Ils vont se parler juste entre eux. Fait que là, vous êtes obligé d'aller avec les leurs. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Il y a des outils qui sont standalone et qui communiquent bien avec d'autres, puis il y en a d'autres qui communiquent avec rien du tout. Donc ça va avoir un impact important sur le workflow qui va être mis en place pour réaliser la simulation. Puisqu'il faut toujours garder en tête, c'est que même au niveau quand il va y avoir des démos, etc., faire la simulation, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe quand la pièce change? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement dans le moule? Il faut vraiment regarder comment on fait le workflow pour une mise à jour. Parce que au niveau, donc, toutes les compagnies de logiciels vont fournir des essais gratuits, vont fournir des démos, plus souvent, plus ou moins avec leurs pièces standards. Donc, ma suggestion, c'est vraiment fournissez-leur vos pièces pour qu'ils fassent des démos avec des pièces qui sont représentatives de votre réalité et pas de choses précanées déjà au début. Puis vraiment de me poser la question de comme là, tu m'as fait la démo, c'est bien beau, mais aujourd'hui, là, je dois changer mon CAD. Il y a un petit changement dans mon CAD, il y a un changement des paramètres. C'est quoi le process, c'est quoi le workflow pour mettre à jour ma simulation? Puis là, ça va beaucoup, beaucoup impacter parce que la plupart du temps, on fait pas la simulation une seule fois. La simulation va être faite 2-3 fois, puis peut-être la première simulation, elle prend 10 minutes, mais si chaque itération prend 2 heures, vous n'avez rien gagné. Alors qu'à l'inverse, c'est peut-être des logiciels qui vont prendre 2 heures à faire la première simulation, mais chaque update va prendre 10 minutes. Donc, il faut vraiment regarder le besoin, le type d'outil qui est nécessaire, l'écosystème, donc comment elle se connecte avec les autres logiciels qui existent déjà, et après, donc, avoir demandé des essais gratuits, demander des démos aux différentes compagnies qui vendent les logiciels. Ne pas oublier le support technique, surtout si vous êtes sur des contextes où vous allez faire une simulation en 3 mois, peut-être que vous allez avoir besoin d'appeler votre fournisseur pour qu'il vous aide puis qu'il vous débloque. Donc, s'assurer que c'est des gens qui parlent plus ou moins la langue puis qui ont un fuseau horaire qui est compatible avec vos opérations. Donc voilà, plusieurs petits aspects, petits points à prendre en compte. Mais une fois qu'on a fait tout ça, normalement, à la fin, on est capable d'avoir un logiciel qui va permettre d'ajouter de la valeur à la compagnie. C'est l'objectif principal de ce type d'outil. Donc, je pense que ça vient bien préciser ce qu'on avait mentionné précédemment aussi de faire un inventaire de nos besoins, mais en même temps faire un inventaire de c'est quoi les outils qu'on a déjà, justement pour assurer la compatibilité, puis qu'il y ait une continuité, puis qu'il n'y ait pas de disruption, excuse-moi encore l'anglicisme, là, dans le travail. Mais justement, comment une entreprise peut identifier ses besoins en termes de logiciels de simulation? Comment, après ça, peut même essayer de trouver le bon outil? Tu as mentionné tout à l'heure qu'il y en a plusieurs sur le marché. Comment on se démêle dans ça? Alors, je vais mettre ma casquette de vendeur. Appelez-nous chez Maya.
on fait du service, puis on fait du logiciel, donc on peut aider sur les deux côtés. Puis on a des ateliers de brainstorm ou d'évaluation avec les clients. Ceci étant dit, nous, ce qu'on voit, c'est que la première question, c'est identifier un besoin. Le logiciel de simulation, la simulation en général, doit être vue comme dans une vision globale d'entreprise pour dire j'ai un enjeu spécifique, je veux aller chercher un marché plus pointu, je dois compenser du manque de personnel, j'ai des clients qui me reviennent, genre un moule sur deux, le client revient en disant la pièce ne correspond pas à ce que je veux. Donc, un besoin à identifier, puis après on regarde comment on peut le résoudre. La simulation, c'est un des moyens, c'est pas forcément le seul. Donc, il faut vraiment que ça vienne, je veux dire, top-down, hein, donc qu'il y ait une vision corporate de on a besoin d'amélioration. Par la suite, c'est vraiment lancer un projet, identifier un champion, identifier un responsable de projet dans l'entreprise qui va définir le besoin beaucoup plus spécifiquement, définir les requis. Parce que comme je disais, il y a différents types de logiciels et en fonction du type de logiciel, ben, il va y avoir une manière de l'évaluer différemment, il va y avoir un budget associé différent, il va y avoir tout un ensemble à prendre en compte. Un point que je voudrais soulever, c'est que historiquement, la simulation a été utilisée vraiment dans le département d'ingénierie. On conçoit la pièce, on conçoit le moule. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que, puis je pense qu'on reviendra là-dessus sur les tendances au niveau de la simulation, c'est que la simulation sort du domaine de l'ingénierie, puis on l'utilise aujourd'hui de plus en plus sur les opérations, donc faire du troubleshooting, en utilisant la simulation. On l'utilise sur les approvisionnements, c'est quoi le coup de main à pièce, puis au lieu de le faire juste au gut feeling, ben, on peut aller utiliser de la simulation pour aller se donner de l'information. On l'a aussi, par exemple, certains de nos clients utilisent la simulation en gestion de projet pour vérifier de manière récurrente ce que les fournisseurs leur envoient, puis guider leurs sous-traitants. Fait on s'éloigne un petit peu du domaine de l'ingénierie, donc il faut penser aussi à la simulation, même en dehors des domaines d'ingénierie en général. Et donc, pour revenir à la réponse, si on veut implémenter la simulation, la première question, c'est y en a-t-il vraiment besoin? Donc, identifier un besoin de l'entreprise, puis après, regarder, lancer ça comme étant un vrai projet. C'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table parce que ça demande quand même des budgets. Alors, les budgets puis le temps vont dépendre du type de logiciel. Ouais, parce que excuse-moi, juste pour rassurer les gens pour pas qu'ils ferment le radio, là. C'est pas nécessairement inabordable, tu sais, il y a une Ah question non, de non. budget, mais ça peut être accessible, justement, selon les besoins qui ont été identifiés. Exactement, exactement. Donc, comme je dis, ça va dépendre du type de logiciel. Donc, logiciel de validation, c'est souvent des logiciels qui vont être un petit peu plus dispendieux, mais qui vont permettre d'aller très très loin, de rajouter beaucoup de précision. Donc, si c'est vraiment ce besoin-là de très haute précision, c'est le type de logiciel à regarder. Par contre, en parallèle, il y a les logiciels d'aide à la décision, qui sont aujourd'hui des logiciels qui sont beaucoup plus abordables, qui vont beaucoup plus vite, qui demandent beaucoup moins d'informations, puis comme je disais, qui demandent moins d'équipements informatiques qui roule, nous, les logiciels Simform, ça roule sur une tablette. Donc, il n'y a même pas besoin de logiciel d'ordinateur très, 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 très performant. Puis, en parallèle de ça, on voit une très grosse tendance vers un modèle d'affaires à l'abonnement. L'abonnement, l'avantage, surtout pour des gens qui ont... Quelqu'un qui a acheté sa licence Moldflow, Moldex, je sais pas combien, à 50 000 il y a quelques années, il paye sa maintenance quand tu la changes pas. Par contre, quelqu'un qui n'a pas le logiciel, qui doit aujourd'hui investir en 50 000, ça peut être un petit peu plus lourd. Et que là, de plus en plus, les compagnies, maintenant, ce qu'elles proposent, c'est un abonnement. Alors, les termes, dépendamment des compagnies, dépendamment du modèle, ça change. Il y en a, c'est un abonnement au mois, il y en a, c'est à l'année, il y en a, c'est pour 3 ans, la plupart du temps. Mais ça permet de réduire le risque, parce qu'il n'y a plus un 50 000 à mettre sur la table, il y a une bêtise, il y a un 200, 300, 500 par mois. Puis avec souvent, au bout d'un an, je peux l'arrêter. En tant que compagnie, je l'ai testé, j'ai vu la valeur ajoutée sur une échelle assez longue pour avoir quand même être représentatif. Puis si jamais c'est pas pertinent, là on arrête puis on réduit les coûts. Puis dépendamment des compagnies, si jamais ça vaut la peine, là on va investir un petit peu plus. Mais donc voilà, niveau coût, il y a un petit peu de tout, dépendamment des besoins. Et les compagnies aujourd'hui de plus en plus font les efforts pour que ces outils-là soient disponibles à un plus grand nombre d'entreprises. On ne peut pas juste vendre à des compagnies qui font plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Il faut qu'on puisse servir toute l'industrie, y compris les compagnies plus petites. Donc aujourd'hui, les logiciels de simulation sont aussi accessibles, aussi bien en termes de coûts que d'efforts de formation et d'infrastructures, sont accessibles à des compagnies plus petites. Quand on parle justement d'investissement pour ce genre de technologie-là,
Un des premiers réflexes des entrepreneurs, c'est de dire, «Ça va me prendre du monde hyper qualifié, il manque de personnel qualifié. Si je trouve quelqu'un, ça me prend quelqu'un de très spécialisé, ça prend quasiment 2 doctorats». Tu sais, des fois, il y a une perception Ouais. négative là-dessus. C'est quoi la formation que ça prend? Puis, si on peut prendre quelqu'un d'interne, est-ce que c'est une formation qui est compliquée de réussir à rendre notre personnel, performant, efficace, compétent avec l'utilisation de logiciels de simulation? Encore une fois, il va y avoir les 2 réponses en fonction du type de logiciel. Le logiciel de validation, alors ça ne demande pas un doctorat, c'est certain. Par contre, c'est sûr que technicien au niveau bac, c'est quand même un avantage. Puis ça va demander surtout au début, ça va demander, je pense, 2, 3, 4 semaines de formation pour comprendre le logiciel. Puis après, ça va demander une utilisation récurrente. Puis c'est ça un petit peu l'aspect plus touché des logiciels de simulation de validation, c'est que comme c'est du logiciel extrêmement pointu, il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de petits paramètres à tweaker. Donc, il y a un grand risque si jamais cet outil-là est pas utilisé de manière récurrente et de manière très, très régulière. Parce que quand votre technicien, votre ingénieur aura passé 4 semaines à se former dessus, s'il utilise le logiciel pendant 2 mois, puis qu'après pendant 9 mois, il l'utilise plus, quand il va revenir, ben, ce qui va sortir comme résultat va être probablement un peu moins bon. On va retourner faire de la formation. Fait que c'est des logiciels qui sont plus dispendieux, qui demandent beaucoup de formation, qui demandent du personnel un petit peu plus formé. Donc, ils sont vraiment pertinents quand il y a vraiment un usage très, très régulier. Si jamais il y a une simulation, il faut faire une simulation toutes les 2 semaines là, et qu'on veut de la simulation très pointue, c'est parfait. Si vous voulez faire ce type de simulation très pointue, mais que vous en faites genre 3 par an, envoyez ça à une compagnie de services d'ingénierie, vous éviterez le stress, l'investissement, etc., etc. Par contre, si on regarde les logiciels d'aide à la décision, c'est des logiciels qui sont extrêmement faciles à utiliser. Puis je prends le cas de Simform que je connais. La formation, c'est genre 1 heure. Ah, Puis c'est 1 heure, y compris pour des gens, et puis surtout, c'est le concept derrière, pour des gens qui ne connaissent, qui savent pas ce que c'est la simulation. Donc, ça peut être accessible nous, on a des utilisateurs qui sont des chargés de projet, qui sont des designers de pièces, qui sont des gens de plancher. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat, il n'y a pas besoin d'avoir même un bac pour utiliser ces outils-là. Ils sont extrêmement faciles d'utilisation et ils ne demandent pas de formation. Ce qui fait que, justement, là, si vous allez sur une approche de j'ai une simulation tous les mois, ce type d'outils marche bien. Ils vont être moins précis, mais ils vont être plus rapides et moins chers et demander moins de formation. Donc, ça dépend vraiment du besoin. Donc, si vous avez un besoin très, très pointu, une simulation très précise, il faut aller avec le logiciel de simulation de validation et avoir donc toute l'infrastructure qui va autour. Donc, je dis la formation, du personnel quand même qualifié et formé. L'autre aspect que vous mentionnez, donc les ordinateurs quand même un peu plus puissants, parce qu'un Moldex Molflow, ça peut prendre genre un 8-10 heures à tourner sur un ordinateur puissant. Si vous essayez de rouler ça sur votre ordinateur portable, vous allez le bloquer pendant 3 jours. Donc ça demande tout un environnement, un écosystème qu'il faut prendre en compte et voilà, ne pas le négliger au moment du moment où on se lance. Par contre, les logiciels de validation, d'aide à la décision, bah, eux, ils sont plus faciles d'utilisation, plus rapides et demandent moins de formation. et de là l'importance au départ d'avoir fait une bonne évaluation des besoins pour justement avoir une bonne intégration, puis de voir comment le personnel va pouvoir, gérer ces outils-là. Effectivement. Ce sont des outils qui sont quand même déjà très performants au moment où on se parle, mais avec l'évolution rapide de la technologie, l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout ça, comment on peut voir, l'avenir des logiciels de simulation là, pour l'industrie, pour le futur? Alors, il y a plusieurs, c'est vraiment intéressant parce que c'est une industrie qui a peu évolué au cours des genre 30 dernières années. Puis là, il commence vraiment à y avoir beaucoup de changements. Ils sont encore lents, mais on les voit arriver. La première qu'on note, c'est une intégration puis une automatisation. Donc, s'assurer que les infos passent d'un logiciel à un autre assez facilement parce que il y a quelques années, il fallait qu'on exporte, qu'on traite dans un fichier de texte, un fichier Excel, qu'on re-upload. C'est lourd, c'est beaucoup de risques d'erreur, c'est pas efficace. Aujourd'hui, de plus en plus, directement en un clic, on est capable de faire la simulation dans le logiciel de CAD, retourner l'info. Là, il y a des logiciels, par exemple, qui font la simulation du warpage, du gauchissement, puis qui envoient automatiquement la forme déformée dans le CAD pour que le CAD corresponde à la pièce en compensation. Donc, aujourd'hui, ça va assez loin là-dedans. On voit aussi, donc là on parlait, j'étais vraiment du côté d'ingénierie, on voit aussi de plus en plus une intégration avec le logiciel de plancher. Donc collecter la donnée de la machine, puis donner ça à l'outil de simulation, collecter la donnée du sous-traitant
donc à travers le logiciel de procurement, pour donner l'info à l'équipe d'ingénierie. Puis, donc vraiment aller avec ce continuum de données à travers, donc entre les fournisseurs, entre les départements. Là, il y a vraiment une grosse tendance de ce côté-là. La deuxième, c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec les logiciels d'aide à la décision, c'est vraiment démocratisation de la simulation. Donc, c'est permettre aux gens, aux professionnels qui ne savent pas ce que c'est la simulation, de tirer quand même les avantages de ce que la simulation offre, et en particulier d'aider à prendre une décision basée sur des chiffres. Encore une fois, les experts de 40 ans d'expérience qui prenaient des décisions sur des gut feelings, sur l'intuition, qui prenaient des très très bonnes décisions sur l'intuition, ils sont plus là. Puis les juniors, ça leur prend. Disons que c'est un peu moins souvent que l'intuition est la bonne. Donc, avoir des outils qui permettent de prendre des décisions basées sur des chiffres, sur des données, permet de réduire ces risques-là. Et aujourd'hui, les logiciels de simulation permettent de plus en plus de faire ça. L'autre tendance qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui va être info nuagique, cloud. Donc, arrêter d'avoir le logiciel, les acheter, installés sur un ordinateur, puis qu'il y a un seul utilisateur qui peut l'utiliser. Aujourd'hui, les outils ils sont de plus en plus dans le cloud. Donc, on a juste besoin d'un furteur web pour y accéder. Ce que je vois par exemple avec Simform. Vous achetez des crédits, les licences sont partagées avec tous les employés de la compagnie. N'importe qui peut l'utiliser, rouler une simulation. Il n'y a pas besoin de gros ordinateurs de calcul parce que les ordinateurs sont effectués sur les serveurs de Microsoft ou d'Amazon. Donc, aussi l'aspect qui vient de la sécurité, cybersécurité. Tout le monde ne peut pas avoir. Je pense que Amazon dépense $1 milliard par an en cybersécurité. C'est pas toutes les PME qui peuvent se permettre d'avoir le même niveau d'investissement. Donc, pour protéger la donnée, le cloud est quand même une approche quand même assez efficace. Et la dernière tendance que je mentionnais un peu plus tôt, c'est vraiment l'évolution du modèle de facturation. Donc, historiquement, c'était j'achète le logiciel one-off, je le possède, puis par contre, chaque année, je suis obligé de payer une maintenance pour avoir accès au dernier update. Certains logiciels le font encore, mais de plus en plus maintenant, on va vers un abonnement, ce qui fait que vous payez un peu à chaque mois, mais ça vient que les updates sont automatiques, sont gratuits, vous avez un support qui est intégré, etc., etc. Puis là, il y a des gens qui poussent un peu plus loin sur facturation à l'utilisation, donc facturé par moule, par exemple, ou par simulation. Certains parlent de simulation à la valeur ajoutée. Fait que si je t'aide vraiment beaucoup, je vais te demander plus d'argent. Puis si je t'aide pas, je te demande rien. Donc, il y a des modèles d'affaires qui sont en train d'évoluer, qui font que justement, pour revenir à ton commentaire plus tôt, ça rend ces outils-là plus abordables parce qu'on n'a plus besoin de mettre un 50 ou un 100 000 sur la table le jour 1 sans savoir si vraiment c'est pertinent. On peut l'évoluer au cours du temps. Après, pour revenir sur l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de bruit. Il y avait une compagnie avec qui ont présenté leur modèle d'affaires au salon NPE en Floride au printemps, qui s'appelle Atomic Industries. Eux, leur concept, c'est de créer une super machine, une super CNC avec un IA dedans. Tu lui donnes le cadre de ta pièce, puis il va automatiquement designer le moule et fabriquer le moule, puis il te sort un moule déjà fabriqué. Et ils veulent sortir 5 moules par jour. Sans avoir un mot Sans à avoir un dire. mot à dire. Bon, c'est une belle vision. Ça demande des gros fonds de capital risque. Il y a des grandes chances que ça n'y arrive pas. Mais voilà, ils prévoient lancer ça en 2027. Fait que je serais intéressé de voir où est-ce qu'ils en sont rendus. Mais voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui font rêver ou peur, dépendamment de quel côté on se trouve. Par contre, plus concrètement, l'IA, il y a plusieurs façons d'utiliser, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA a besoin de données. Donc, on voit des outils d'IA qui permettent d'aider à trouver les bons paramètres procédés, par exemple, ou à améliorer le design. Mais par contre, cette IA-là, il faut l'entraîner. Donc, si vous voulez un IA qui suggère les paramètres de procédé, il va falloir que vous donniez à votre IA tous vos paramètres procédés, donc les pressions, les températures d'injection, etc. Mais il va falloir aussi fournir les données de qualité. Donc, toutes les dimensions des pièces, à quel point la pièce a la fille du warpage, etc. Puis, moi, notre équipe, on a une équipe d'IA à l'interne. Moi, le chiffre qu'ils me disent tout le temps, c'est genre, Arnaud, ton IA, pour l'entraîner, il faut 100 000 points différents. C'est qu'il faut 100 000 produits pour l'entraîner. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont 100 000 points, qui ont 100 000 pièces différentes pour pouvoir entraîner de l'IA. Donc, c'est une vision. Il y a des compagnies qui vont vers là. Il y a encore certains enjeux, mais on commence à voir ce type d'approche-là. Ce qui se fait un petit peu plus maintenant, c'est tout ce qui va être maintenance prédictive, parce que ça demande uniquement les données machines.
Donc, c'est un petit peu plus facile. Mais bon, là, si on parle vraiment d'IA pour l'industrie en général, c'est quelque chose qui s'en vient, mais qui est un petit peu plus, à mon avis, qui est un petit peu plus moyen terme. Plus réalistement, plus court terme, on voit de l'IA pour recommandation de résine. Donc ça, ils lisent dans une base de données, ils extrapolent, ils interpolent les paramètres d'injection, etc. Puis ça marche relativement bien. L'IA pour de l'aide au design. Donc sur Simform, on est en train de lancer le Channel Recommendation, donc il va prendre la pièce puis automatiquement recommander un design de ligne d'eau optimal. Donc ça, on utilise des modèles mathématiques avancés. Puis on voit aussi de l'IA pour accélérer la simulation. Donc aujourd'hui, la simulation, c'est basé sur les éléments finis, c'est des calculs qui peuvent être longs parce qu'il faut travailler sur des grosses matrices à inverser, donc un problème mathématique complexe. L'IA de plus en plus va aider à accélérer ça. Donc, pour revenir en arrière, plusieurs façons d'utiliser l'IA aujourd'hui dans la simulation. Aider au design, aider à la mise en place des modèles, accélérer la simulation. C'est ce qui se fait vraiment dans la simulation. Et après, il y a de l'IA en dehors de la simulation. Donc, comme je disais, maintenance prédictive, suggestion de paramètres de procédés, et puis des machines qui conçoivent et qui fabriquent automatiquement des moules. Donc ça va, il y a le spectre est quand même assez large, avec des choses qui vont être faible risque, accessible rapidement. Donc le Channel Recommendation de Simform, là, on parle de sortir dans les 6 prochains mois, donc quelque chose de concret dans 6 mois. Puis la machine qui conçoit des moules, ça va être dans 3, 5, 10 ans s'ils sont bons. Il y a un petit peu de tout dans le domaine. Effectivement, puis je pense que ce n'est que le début. Là, ça commence à fleurir, surtout avec l'accélération des technologies. Mais merci beaucoup, Arnaud. On invite les gens à s'intéresser à tout ce qui est logiciel de simulation, validation, ainsi de suite. Ça peut être vraiment des outils intéressants. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Bonne journée. C'était M. Arnaud Divial, directeur innovation de Maillage TT. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymerquebec.com.